Merci, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Exactement, on va voir aujourd'hui la gestion des appels d'urgence, donc comment on a assuré la continuité des opérations avec un minimum de risque. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va regarder le déroulement de la présentation. Alors, au niveau des déroulements, on va vous présenter le mandat de l'équipe du 911 des télécommunications d'urgence du ministère de la Sécurité publique. Un portrait du 911 au Québec, les obligations des municipalités. On va parler un petit peu aussi de l'application d'IGO Urgence. Et bien sûr, de l'encadrement des centres d'urgence 911, les défis de demain avec 911 prochaine génération. Et bien sûr, une petite conclusion. Alors, le mandat de l'équipe du 911 des télécommunications d'urgence, c'est la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'encadrement et au développement des centres d'urgence 911 et de certains centres secondaires d'appel d'urgence. Le développement et la mise à jour de l'application d'IGO Urgence offerte gratuitement aux partenaires du milieu de l'urgence. La mise en place du comité des utilisateurs potentiels d'un réseau à large bande de sécurité publique et l'optimisation de la chaîne d'intervention d'urgence, donc les modifications législatives et réglementaires. Ça, c'est les principaux points de notre mandat. Le portrait du 911 au Québec, il y a 27 centres d'urgence 911 qui sont administrés par 22 services de police municipaux, 3 organismes à but non lucratif, un service de sécurité incendie et une entreprise privée. L'aperçu, c'est près de 1800 préposés aux télécommunications qui reçoivent environ 4 millions d'appels 911 par année. Puis pour le 911, c'est de déterminer la nature de l'appel et transfère l'appel au centre secondaire d'appel d'urgence approprié, soit le centre secondaire police, sécurité incendie ou un centre de communication santé. Alors, on voit, par exemple, on vous a mis à l'écran un peu une photo, ce qu'on voit que la population ayant accès au 911, c'est environ 99,3 de la population. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de couleur, donc c'est les endroits où est-ce que le 911 ne pogne pas avec un téléphone cellulaire, donc il faut toujours avoir un téléphone satellite à ces endroits-là. Les obligations des municipalités, bon, au niveau de la loi sur la sécurité civile, à l'article 52.1, donc toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit, afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire, s'assurer d'un service d'un centre d'urgence 911 ayant obtenu un certificat de conformité conformément à la présente section. Toujours à l'article 52.1, on donne la définition d'un centre d'urgence 911 et d'un centre secondaire. Alors, un centre d'urgence 911, c'est un centre qui reçoit les appels qui requièrent une ou plusieurs interventions d'urgence, détermine pour chaque appel la nature de l'urgence et le transmet avec les coordonnées de l'appelant au centre secondaire d'appel d'urgence approprié. Un centre secondaire d'appel d'urgence, c'est un centre de répartition d'un service de sécurité incendie ou d'un corps de police ou un centre de communication santé au sens de la loi sur les services préhospitaliers d'urgence. On vous a mis à l'écran une chaîne d'intervention d'urgence où est-ce qu'on voit très bien, par exemple, à gauche, on a l'appel 911 au centre d'urgence, le 911, c'est le cas de le dire. Et le centre d'urgence 911, il y a 60 secondes pour transférer son appel soit à un centre secondaire d'appel d'urgence, police, incendie ou santé. Et quand on regarde du côté des centres secondaires d'appel d'urgence, ben, c'est les centres secondaires, dans le fond, c'est des centres de répartition. Alors, eux autres, ils font de la radiophonie avec l'intervenant de terrain, soit au niveau de la police, soit au niveau de l'incendie, soit au niveau de la santé. Alors, on voit un peu les réglementations, qu'est-ce qu'il y en a. Par exemple, les centres secondaires, ils ont 3 articles, 7, 10 et 11. Et ils ont aussi l'article 70 sur la loi de la police pour la police. Au niveau de l'incendie, c'est 7, 10 et 11. Et au niveau de la santé, c'est la loi sur le service préhospitalier d'urgence. Tandis que le 911, lui, il y a 22 articles au niveau de la loi. Donc, c'est différent. Et les 4 centres doivent fonctionner ensemble, hein, autant le centre d'urgence 911 qu'avec les centres secondaires. Et puis, l'intervention terrain, à ce moment-là, eux sont toujours en communication avec leur centre secondaire d'appel d'urgence. Alors, au niveau des obligations des municipalités, donc pour assurer la réponse aux appels d'urgence sur son territoire, une municipalité locale peut prendre une ou l'autre des mesures suivantes. Un, il peut mettre en place son propre centre d'urgence 911. Deux, il peut conclure une entente avec une autre municipalité afin de recourir au service du 911 que cette dernière a mis en place. Ou trois, il peut conclure un contrat avec une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif qui exploite un centre d'urgence 911.
Ensuite, la municipalité informe le ministre des coordonnées du centre d'urgence 911 qui assure la réponse aux appels d'urgence sur son territoire. À l'article 52.3, alors afin de s'assurer du fonctionnement efficace d'un centre d'urgence 911 qui la dessert, chaque municipalité locale doit constituer et maintenir à jour un répertoire des données géographiques ainsi que des adresses municipales et noms de rue sur son territoire et le transmettre au ministre ou au service gouvernemental que ces derniers désignent. Le ministre ou le service gouvernemental, selon le ROCA, rend ces données accessibles au centre d'urgence 911 et au centre secondaire d'appel d'urgence, de même aussi qu'aux municipalités et au MRC. Donc, lorsqu'il est question d'adresse ou de nom de rue, le courriel ou envoyer l'information, c'est chez Adresse Québec, puisque c'est le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui a été désigné par le gouvernement. Et tout ce qui concerne le répertoire géographique, donc tout ce qui n'est pas une adresse, ça peut être des belvédères, des bornes de fontaine, des sentiers pédestres, des choses comme ça. On envoie ça au ministère de la Sécurité publique à notre courriel msp911@msp.gouv.qc.ca. Toujours au niveau des obligations des municipalités, en septembre 2020, la ministre de la Sécurité publique a désigné le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles comme ministère responsable de recevoir les adresses municipales et les noms de rue du territoire des municipalités locales en vertu de l'article 52.3 de la Loi sur la sécurité civile. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles s'est également vu désigné comme agrégateur des données SIG, c'est-à-dire pour le système d'information géographique, pour la province de Québec dans le cadre du déploiement du 911 de prochaine génération. Alors, l'application Égo-Urgence, ça contient plus de 800 couches d'informations géographiques. Il y a plus de 5000 utilisateurs qui l'utilisent déjà. Bien sûr que c'est un accès qui est gratuit aux intervenants d'urgence. Il y a aussi IGO 2 Urgence qui est en développement. Il y a de la formation prévue à partir de l'automne, donc des ateliers team, des capsules et des guides d'auto-formation. Alors, IGO 2, dans le fond, c'est la suite, dans le fond, de IGO Urgence avec des fonctionnalités très intéressantes pour les intervenants. Alors, on vous montre à l'écran quelques exemples au niveau de l'application de IGO Urgence. Ici, par exemple, on voit, par exemple, qu'on présente les résidences pour personnes âgées. On est capable d'interroger les résidences et au niveau de l'interrogation, lorsqu'on l'interroge, on voit le résultat de la requête. On a 100 informations par résidence pour personnes âgées. Beaucoup d'informations incendie, par exemple. Est-ce qu'il y a un sous-sol, des gens qui habitent au sous-sol, ça a combien d'étages, ainsi de suite. Tout ce genre de questions-là. Est-ce que c'est giclé, tout ça. Donc, c'est de l'information qui est extrêmement intéressante pour les intervenants d'urgence sur le terrain. On peut voir aussi qu'on a des risques aussi associés au bâtiment. Donc, les services de sécurité incendie nous ont envoyé leurs risques associés au bâtiment. On est capable, par exemple, d'interroger, par exemple, un risque élevé pour recevoir de l'information. Donc, ça nous sert aussi en même temps pour apprendre à connaître son territoire. Il y a beaucoup de pompiers qui, pour mieux se préparer, ils se disent on va aller naviguer sur l'application, on va apprendre à connaître notre territoire, dont, par exemple, sur les risques associés au bâtiment, où ils peuvent apprendre qu'est-ce qu'il y en a. Si jamais il y a un appel là, ils vont avoir quand même une bonne idée à se préparer pour aller à cet endroit-là. On a aussi, bien sûr, les bornes d'incendie municipales du Québec. Donc, au niveau des bornes, c'est la même chose. On est capable de voir, par exemple, le débit. On est capable de voir si c'est des bornes Serge, des bornes privées, peu importe. Donc, plein d'informations qui est reliée au niveau des bornes, que ce soit le raccord ou peu importe. Donc, ça devient intéressant. Si jamais il y a un autre service de sécurité incendie qui doit venir à l'intérieur de la municipalité, bien, lui aussi, il a accès, par exemple, à les bornes. Ça lui donne de l'information en conséquence à l'événement. On a bien sûr, c'est nouveau depuis quelques années, on a reçu les bornes d'évacuation d'urgence soumis, services d'urgence en milieu isolé. Alors, on en a environ à peu près 10 000 au Québec. Et là, de plus en plus, les gens ont commencé à mettre de l'information très intéressante au niveau des bornes. Les gens ont commencé à mettre, par exemple, là, si on prend l'exemple ici, on peut prendre l'exemple du coin de la chute Saint-Philippe. Eux autres, par exemple, ils ont créé une fiche de la borne avec de l'information et on est capable de voir aussi une photo de la borne. Qu'est-ce que ça a l'air, la borne, sur le terrain?
Donc ça donne aussi beaucoup d'informations aux répartiteurs qui s'occupent bien sûr de bien renseigner les intervenants qui vont se rendre là. Mais les gens en même temps qui doivent se rendre là, les intervenants, peuvent apprendre à connaître leur territoire, qu'est-ce que ça a l'air ou quoi que ce soit. Donc on vous donne un exemple ici, par exemple, d'une borne. On voit qu'ils ont, au niveau de l'information, ils ont mis le numéro de la borne, ils ont mis l'endroit, ils ont fait une description de l'itinéraire. Bien sûr, on a la latitude et longitude. On sait c'est quelle équipe soumise qui sera là. On sait c'est quel SSI local qui est responsable. On sait, par exemple, c'est accessible. Est-ce que c'est accessible en pompiers? Les pompiers peuvent y aller, les policiers. C'est accessible l'hiver ou comment ça fonctionne à ce niveau-là. On peut savoir aussi, par exemple, si le cellulaire pogne ou il ne pogne pas. Donc, ça devient intéressant parce qu'il ne pogne pas, il faut que les gens s'apportent un téléphone satellite. Puis aussi, on rajouté, par exemple, les distances pour se rendre à partir de cet endroit-là à un centre hospitalier. C'est quoi le nombre de kilomètres pour aller là? Alors, c'est très intéressant à ce niveau-là. On a d'autres types de bornes, par exemple. Si on prend, par exemple, les bornes d'évacuation d'urgence soumises à Rimouski, eux autres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis des photos, par exemple, autour de la borne. On pourrait peut-être le voir dans la prochaine. Voilà, eux autres, ils ont mis des photos parce qu'une des questions qui était souvent posée, est-ce que les pompiers peuvent virer de bord avec leur gros camion à cet endroit-là? Puis en même temps, tu sais, de se dire, qu'est-ce que ça a l'air aux alentours de là? Donc, on a des photos à ce niveau-là. Puis ça, c'est très intéressant pour les intervenants qui puissent exactement savoir qu'est-ce qu'il y en a. Eux aussi ont mis le numéro de la borne, l'endroit. Ils ont fait une description de l'itinéraire. Ils ont mis si c'était accessible, est-ce que Rainier pogne, ainsi de suite. Est-ce que Air Médic aussi, c'est une place qu'Air Médic peut atterrir ou peu importe. Donc, ils ont mis eux aussi de l'information. Plus qu'il y a de l'information au niveau des bornes, mieux que c'est pour les intervenants de terrain. Au niveau de l'encadrement des centres d'urgence 911 et le rôle des intervenants municipaux, on va s'intéresser à ce niveau-là, comment ça fonctionne. Alors, bien sûr, on a le service public d'appel d'urgence. Alors, quand on fait le 911, on tombe automatiquement sur un réseau téléphonique qui est le service public d'appel d'urgence. Ce réseau-là, il est un peu spécial. Il y a des fonctionnalités que le préposé au télécom peut faire. Par exemple, peut contrôler la ligne. Lorsqu'on fait le 911, par exemple, ce n'est plus nous-mêmes qui contrôlons la ligne, c'est le centre d'urgence 911 qui la contrôle et c'est lui qui va décider quand est-ce qu'il va la libérer. On peut, par exemple, là, on reçoit des indications de l'état de l'appareil de l'appelant, si décroché, raccroché, peu importe qu'est-ce qu'il y en a, on peut avoir cette information-là. On peut aussi rappeler l'appelant, si jamais que ça a coupé la ligne, on peut le rappeler. On peut même aussi envoyer une sonnerie stridente, si jamais la personne a perdu connaissance ou on veut lui donner un petit coup de réveil. On a bien sûr les appels manqués et le transfert, bien sûr, des coordonnées de l'appelant. Alors, au niveau du centre d'urgence 911 et la continuité des opérations, alors là, on va voir, par exemple, que les centres d'urgence 911 et le ministère de la Sécurité publique ont mis en place, par exemple, les moyens pour assurer une continuité des opérations avec un minimum de risque. Alors, on va examiner ça. Alors, si on parlait, par exemple, là, d'être mieux formé au niveau de la connaissance des risques, alors chaque centre d'urgence 911 a réalisé une analyse de risque pour leur bâtiment pour pouvoir connaître, par exemple, qu'est-ce qu'il y en a au niveau des aléas naturels, puis qu'est-ce qu'il y en a au niveau des aléas anthropiques, pour que, bien sûr, l'endroit où le centre d'urgence 911 soit bien préparé. Et si jamais il y avait quelque chose qui pourrait peut-être intervenir, donc ils ont mis en place des mesures compensatoires à cet effet-là. Et bien sûr, c'est une obligation que le CU91 ne doit pas être situé dans une zone industrielle ou à risque connu. Donc, on leur a même travaillé aussi un guide pratique pour la réalisation d'analyses de risque qui entoure les centres d'urgence 911. Alors, toujours pour avoir un minimum de risque. On a bien sûr toujours au niveau de la connaissance des risques, donc ce qu'on a fait en sorte avec Ego, les gens sont capables de voir, par exemple, on le voit en rouge, dans un rayon de 300 mètres, les aléas naturels, et dans le rayon de 3 km, sont capables de voir les aléas anthropiques. C'est de cette manière-là qu'ils peuvent se préparer pour, s'il y a lieu, de mettre des mesures compensatoires. Alors, bien sûr, quand on regarde, par exemple, aussi les centres d'urgence 911, au niveau du bâtiment et de l'équipement, bien sûr, il faut que le bâtiment respecte le code de construction du Québec en vigueur lors de la construction du bâtiment. Bien sûr, le respect de la loi sur la sécurité incendie et le respect de la réglementation municipale en matière de sécurité incendie. Alors, les locaux et l'équipement essentiel au centre d'urgence 911 à l'étage.
Il n'y a aucun équipement qui peut être situé au sous-sol. Justement, si jamais il y a des inondations ou peu importe, c'est important que c'est rien que ça soit situé au sous-sol. Donc, que ce soit le centre d'appel, la salle informatique, la salle électrique ou la salle téléphonique, tous ces équipements-là doivent être situés à l'étage. Un étage, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est à partir du rez-de-chaussée. Alors, au niveau, par exemple, toujours au niveau des bâtiments et de l'équipement, le système électrique d'urgence, ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, par exemple, chaque centre d'urgence de F1 doit avoir une génératrice avec une prise externe minimalement. La prise externe qui va servir en cas de panne de la génératrice fixe à la génération mobile qui va venir se brancher à cet endroit-là. Bien sûr, il faut avoir une boîte de vérification électrique, des batteries d'urgence, donc parce que vous savez, lorsqu'on coupe le courant pour s'en aller vers la génératrice, il y a un délai entre 8 et 15 secondes, donc ça prend des batteries qui vont faire en sorte que le système pour la prise d'appel, et ainsi de suite, les ordinateurs doivent jamais arrêter. Donc, tout doit toujours fonctionner 24 heures par jour, 7 jours par semaine, sans arrêt. Donc, c'est pour ça que le centre d'urgence 911 est branché de cette façon-là pour assurer une continuité des opérations avec un minimum de risque. Alors, toujours au niveau de l'équipement, par exemple, si on prend au niveau de la création des cartes d'appel, tous les centres d'appel ont tous une répartition assistée par ordinateur, ce qu'on appelle une RAO, mais ils ont aussi, en cas s'il y a une problématique, peuvent utiliser les cartes d'appel papier. Au niveau de la gestion des appels, ils ont un système téléphonique. La plupart aussi ont en même temps, simultanément, des téléphones de panne si jamais il arrive quelque chose. Au niveau de la conservation des appels et des cartes d'appel, ben, ils ont un centre d'appel principal où est-ce qu'ils gardent leurs appels, mais aussi ils maintiennent ce qu'on appelle un backup de tous les appels dans un bâtiment distinct. Donc, s'il arrive quelque chose de spécial au niveau du centre d'appel, ils savent qu'ils peuvent récupérer tous leurs appels et toutes leurs cartes d'appel dans un autre bâtiment. Alors, vous voyez que la continuité des opérations, c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, lorsqu'on a des équipements, ça nous prend un programme d'entretien des équipements, que ce soit la génératrice, le système informatique, le matériel d'extinction des incendies ou les batteries d'urgence. Donc, chaque centre d'appel doit avoir un programme d'entretien des équipements et qui est bien sûr vérifié par les inspecteurs lorsqu'ils font des inspections. Toujours pour assurer la continuation des opérations. Alors, un centre, bien sûr, un centre d'urgence 911, ça lui prend un centre d'appel de relève, ce qu'on appelle un centre de relève. Donc, il peut avoir son propre centre d'appel de relève. Il peut avoir un centre d'appel partagé avec un autre centre d'appel. Ou il peut aussi faire affaire avec un autre centre d'urgence 911 certifié. En cas s'il y a une problématique de son bord, il peut transférer ces appels-là. Donc, le règlement prévoit la mise en place d'un centre d'appel de relève ayant les mêmes caractéristiques de redondance que le centre d'appel principal. Tout ce qui est le nombre de lignes, l'équipement, bâtiment, ça doit être pareil. Alors, c'est pour ça qu'on leur a mis en place là, un guide sur la continuité des opérations des centres d'urgence 911. Alors, bien sûr, ce qui est important aussi pour toujours assurer la continuité des opérations, il faut qu'on ait un plan de relève et d'urgence. Donc, par exemple, s'il y a lieu d'avoir une évacuation, on peut faire des évacuations planifiées ou, par exemple, pour faire des confinements. Donc, la gestion des appels pendant le déplacement vers le site de relève, comment ça va fonctionner? Il y en a qui utilisent un cellulaire d'urgence, il y en a qui transfèrent les appels à un autre centre d'urgence 911. Il faut toujours avoir à l'idée qu'il faut toujours assurer la continuité des opérations en tout temps. Donc, le centre d'urgence 911 doit effectuer au moins 4 fois par année une activation de son centre de relève, pour être sûr qu'il fonctionne lorsque ça va y arriver. Et en même temps aussi, il peut se servir de son centre de relève pour le débordement de ses appels. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle des centres d'appel et de la continuité des opérations, ça prend bien sûr une formation initiale et continue. Alors, selon le règlement, tous les préposés doivent recevoir une formation initiale abordant les 15 thèmes qu'on a à l'écran. Ça prend bien sûr une formation continue, une formation concernant les plans de relève et d'urgence. On a même mis en place aussi la concertation du milieu qui favorise le développement de formation. Puis il y a un comité qui fait en sorte que les centres d'appel peuvent se transférer des formations. L'objectif, c'est de faire en sorte que les termes que vous voyez à l'écran soient là, bien expliqués et bien abordés dans la formation initiale.
Alors, les défis de demain. Alors, 9.1 de prochaine génération, bien sûr, il y a la localisation des appelants IP. Vous savez qu'il y a beaucoup de téléphonie IP. L'amélioration de la localisation des appelants cellulaires, donc d'avoir un rayon avec plus de précision. Il y a bien sûr le texto 911 qui va arriver. Il va y avoir la possibilité aussi de faire des transferts d'images et de séquences vidéo avec notre appel 911. Il faut s'entendre aussi que la géomatique, bien, comme la géomatique, c'est la pierre angulaire des centres d'appel d'urgence, elle va devoir être développée et améliorée. Donc, tout ça, ça va amener aussi des travaux de modification législative et réglementaire. Alors, au niveau du 9.1 de prochaine génération, il y a la décision du CRTC 2017-192 qui parle bien sûr de la modernisation du réseau actuel. Donc, la technologie passe du fil de cuivre à la téléphonie IP. Les dates de mise en place du nouveau réseau, ça se fait entre le 1er mars 2022 et les centres d'appel ont jusqu'au 4 mars 2025 pour être passés au niveau de la téléphonie IP. En plus des appels vocaux, les CU911, bien sûr, vont recevoir des messages SMS. Et ultimement, les citoyens pourraient transmettre des vidéos, des photos, des dommages causés par un accident et même des renseignements médicaux personnels, notamment les besoins sur les plans de l'accessibilité susceptibles d'aider grandement les services d'intervention d'urgence. Vous voyez, ça va beaucoup changer le fonctionnement des appels d'urgence 911. Alors, l'importance des données géographiques à jour dans le cadre du 911 prochaine génération. Donc, vous voyez à gauche que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, bien sûr, a été désigné pour faire en sorte que le système d'information géographique soit à jour au niveau des adresses et au niveau des routes. Lorsque les gens vont faire le 911, ça va être ces données-là qui vont rentrer dans le centre d'appel. En plus, bien sûr, il y a l'article 52.3, toujours avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui s'occupe des adresses et des routes, ainsi que le ministère de la Sécurité publique avec leur répertoire géographique, qui va faire en sorte qu'à l'intérieur de la RAO, il va avoir, par exemple, toutes les possibilités de localiser une personne en détresse, de réduire les délais d'intervention. Donc, la partie géographique, géomatique va être grandement améliorée dans les centres d'urgence 911 ainsi que dans les centres secondaires d'appel d'urgence. Alors, les modifications législatives et réglementaires, ben, c'est arrimer les articles de la loi sur la sécurité civile et du règlement à la modernisation du réseau 911 prochaine génération. C'est mener une réflexion élargie avec les partenaires du milieu de l'urgence en prenant pour référence les progrès réalisés en matière, entre autres, de technologie et de communication. Puis de faire évoluer le cadre législatif en vigueur pour les éléments qui relèvent de la compétence du ministère de la Sécurité publique. Alors, en conclusion, ce qu'on voit, c'est que le processus de certification a permis l'amélioration du niveau de qualité des centres d'urgence 911 et des centres secondaires, tant du côté de l'équipement, tant du côté de bâtiment que du côté personnel. Et le soutien des partenaires de l'urgence, c'est essentiel dans le maintien d'une chaîne d'intervention robuste et résiliente. L'objectif poursuivi étant de diminuer les risques pour ainsi assurer une continuité des opérations en tout temps. Alors, si vous avez, ça met fin à notre présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours écrire à msp91@msp.gouv.qc.ca. Ceux qui veulent aussi obtenir un accès à IGO Urgence, c'est la même adresse. Et ceux qui veulent envoyer des couches d'informations géographiques, qu'on puisse les mettre dans IGO, c'est bien sûr toujours la même adresse. Alors, je vous remercie de votre excellente collaboration. Merci Jean-Louis. C'est Mireille. Nous avons reçu quelques questions. Donc, si j'aborde la première, quelle est la place des citoyens dans cette chaîne, surtout dans le cas de désastre, lorsque ce sont eux les premiers à intervenir? Peut-être laisser Carole répondre, parce qu'on fait ensemble moins Carole. Est-ce que Carole est là? Ah, OK, bon.
Oui, bien, à ce niveau-là, au niveau des citoyens, ce qui est important pour les citoyens, c'est de faire en sorte que dans une catastrophe ou quoi que ce soit, c'est important que le réseau du 911, donc les centres d'urgence 911, soit par exemple très, très résilient. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours assurer la continuité des opérations à ce niveau-là. Alors, parce qu'un citoyen, dans le fond, quand il va arriver quelque chose, lui, son objectif, son moyen de demander de l'urgence, c'est de faire le 911. Donc, il faut toujours que le 911 soit toujours à son maximum. Alors, c'est un peu l'objectif de ce niveau-là. Plus que le 911 est mieux protégé et plus que la continuité des opérations va toujours être là, bien, ça fait en sorte que le citoyen se sent en sécurité et se dit, si jamais il m'arrive quelque chose, moi, je sais que le centre d'urgence 911, il est certifié puis il est prêt à répondre aux appels d'urgence en tout temps. Merci. Nous avons reçu une autre question. Quelqu'un qui précise, là, vraiment une municipalité, disons un résident de l'île Perrot qui fait un 911 via son cellulaire, mais qui tomberait dans le 911 d'une autre zone. Puis Oui. ensuite pourrait être retransféré dans une autre zone également, là. Il y a comme un 60 secondes, je crois, qui s'applique là, de la prise initiale au premier 911, là. Ou est-ce que c'est individuel pour chaque 911? Je ne sais pas, Jean-Louis, là, si tu te situes Oui. dans mon petit. Oui, je me situe, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a fait, par exemple, c'est que le citoyen, lui, quand il fait 911 avec son téléphone cellulaire, il y a une tour qu'il prend, puis il peut tomber, ça se peut qu'il tombe dans un mauvais centre d'urgence 911. Tu sais. Alors, à partir de ce moment-là, peu importe dans le centre d'urgence 911 qui tombe, tous les centres d'urgence 911 du Québec sont tous capables de se communiquer ensemble, puisqu'ils ont tous reçu les numéros de téléphone pour pouvoir être capables de communiquer au bon centre d'urgence 911 qui s'occupe de ce territoire-là. Alors, par exemple, si on prend un exemple, c'est pour un appel santé, par exemple, puis ça ne tombe pas dans le bon centre d'urgence 911, mais tu peux transférer au centre de communication santé du secteur où est situé le citoyen. Parce que vous savez, quand le citoyen fait 911, les données de l'appelant rentrent dans le centre d'urgence 911 et si l'appelant, bien sûr, peut parler, il peut, par exemple, lui dire à quel endroit il est. Et à partir de ce moment-là, avec l'application IGO, on est capable de voir, par exemple, quel centre d'appel, tant 911 que centre secondaire d'appel d'urgence, dessert quel territoire. Donc, on appelle ça la desserte 911. Ça fait en sorte que la desserte 911 est à jour. Donc, on sait quel centre dessert quel territoire et on a tous les numéros de téléphone pour transférer au bon centre. Parfait, merci. Monsieur Leblanc, qui est responsable de mettre à jour là, les cartes, les bornes, les RPA, toutes les listes, là, et à quelle fréquence? Oui. Pour en ce qui a trait à IGO, c'est l'équipe du 911 du ministère de la Sécurité publique, où est-ce qu'on a 5 géomaticiens qui travaillent avec nous pour faire en sorte que toutes les données qu'on reçoit, tant des municipalités, des MRC ou des ministères, quand on reçoit de la donnée, on s'occupe de faire en sorte qu'elle tombe à jour sur IGO. On a par exemple Adresse Québec qui nous fait des mises à jour mensuelles des adresses. Donc, à chaque mois, on fait la mise à jour des adresses. On a aussi la même chose avec les résidences de personnes âgées, où est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux nous envoie l'information reliée aux résidences pour personnes âgées à chaque mois. Donc, on y va selon le rythme de fonctionnement des fournisseurs de données. Il y en a que c'est au mois, il y en a que, par exemple, ça peut être aux 6 mois, il y en a que c'est à l'année. Donc, on reçoit cette information-là et on s'occupe de le mettre sur IGO. Donc, IGO est vraiment à jour, là, on pourrait dire, sur une base régulière dans toutes ces couches d'information. Parfait, merci. Plusieurs municipalités, dans le fond, maintenant, c'est le 911. Hein. Les citoyens sont dirigés Oui, vers le 911 pour toute raison, pour tout appel à la police, que ce soit un appel mineur ou un appel majeur. Tu sais, même, on se sent mal à l'aise des fois de faire le 911. On dit on ne veut pas déranger pour le petit appel qu'on juge non majeur. Là. Il y en a des plus importants que d'autres, là, si on peut les. Mais est-ce que les municipalités, là, quelqu'un me pose la question, est-ce que les municipalités devraient avoir un moyen de communication autre, non urgent, là, qui permettrait pour la police ou pour d'autres moyens, là, mais que je ne sais pas si tu me suis un peu, là, Jean-Louis, pour que les gens ne soient pas, c'est pas d'une urgence majeure pour ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre qui a une urgence plus grave. Est-ce qu'on devrait revenir comme ce qui a été par le passé? On avait d'autres. mais
pas nécessairement revenir comme c'était dans le passé, parce que présentement, ce qui existe, c'est le 311. Donc, le 311 qui est un service municipal. Donc, s'il y a quelque chose, mettons, je ne sais pas, qui concerne un lampadaire, un meneau, peu importe, une problématique là, qui n'est pas reliée directement à un appel d'urgence, mais qui pourrait risquer de amener un appel d'urgence. Donc, ils veulent informer la municipalité ou ils veulent communiquer ensemble. Alors, il y a beaucoup de 311 qui est mis en place. Il y a, par exemple, des centres d'appel qui offrent, par exemple, ce service-là, donc pour les plus petites municipalités. Donc, ça existe. Il y a le 311 pour les appels, ce qu'on pourrait dire non urgents municipaux. Alors, ce service-là existe. Ça, c'est un des meilleurs moyens de passer, par exemple, pour informer la municipalité de problématiques parce que ça évite de congestionner les appels 911. Les appels 911, ça concerne l'urgence uniquement. Alors, dans le fond, c'est quand l'urgence qui touche à la personne, qui touche aux biens. Donc, quand la personne est menacée, que les biens sont menacés ou que l'environnement est menacé. Merci, M. Leblanc. J'aurais une autre question, ce ne sera pas bien long. Il y a une application qui s'appelle IGO 2. Quelle est la différence entre le IGO Urgence et IGO 2? En théorie, c'est exactement la même chose. Donc, souvent, ce que je dis comme langage, c'est comme un nouvel auto. IGO 2, là, s'il y a les mêmes données, la même information que IGO Urgence, c'est pareil, sauf que il y a des fonctionnalités que les gens nous avaient demandé. Je vous donne un exemple. Les gens peuvent mettre en place leur propre contexte. Et bien sûr, quand ils vont retourner sur IGO 2, bien sûr, l'ordinateur se souvient de ses contextes parce que quand il clique sur son contexte, toutes les couches d'informations qu'il voulait qu'il soit allumées sont automatiquement allumées. Donc, IGO 2, il est beaucoup plus individuel, il est beaucoup plus axé sur la personne avec le type d'information qu'il utilise. Donc, c'est la même chose, IGO 1 ou IGO 2. C'est le véhicule, c'est un véhicule différent, tu sais, mais dans l'avenir, ça va être IGO 2 qu'on va utiliser avec le temps, puisque IGO 1 va avoir tendance à délaisser, puisque on ne peut pas garder les deux systèmes en même temps. Mais présentement, les deux sont toujours en vigueur. C'est sûr qu'on invite les gens, bien sûr, à commencer à travailler avec IGO 2 parce que dans l'avenir, ça va être IGO 2 qu'on va utiliser. Mais IGO 2, présentement, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a quelques moyens de plus dans IGO 2 qui nous permet, par exemple, de travailler à notre façon lorsqu'on veut naviguer sur l'application. Parfait, merci. On nous pose également comme question, est-ce que les CCS ont les mêmes obligations en lien avec la continuité des opérations, étant donné qu'ils sont régis par la LSPU? Ils ne sont pas directs. Ils sont pas soumis aux mêmes obligations parce que tu as les centres d'urgence 911 qui sont soumis à 22 articles. Comme on disait dans la présentation, les centres secondaires d'appel d'urgence, donc le centre secondaire police et incendie, sont soumis, eux, à 3 articles, 7, 10 et 11. Et le centre de communication santé est soumis, lui, à de la réglementation au niveau de la santé. Donc, il n'est pas soumis aux mêmes réglementations. Dans l'avenir, ça pourrait être intéressant que la prochaine mise en place de la réglementation, que tant le centre d'urgence 911 que les centres secondaires soient soumis à la même réglementation pour s'assurer que tout le monde ait une continuité des opérations avec un minimum de risque. C'est l'objectif dans l'avenir sur lequel on veut travailler. Parfait, merci. Il nous a demandé si vous avez des contacts avec les associations de sécurité civile, type la Croix-Rouge, pour les appels. Puis si oui, comment tout ça se réplique là, dans le système 911? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a les centres d'urgence 911, eux autres mêmes ont bien sûr là, divers contacts sur le terrain, peut-être avec la Croix-Rouge. Au niveau du ministère, moi personnellement, je ne suis pas au courant de ce niveau-là, mais je sais que les centres d'urgence 911 ont beaucoup de contacts avec leur milieu. Donc, c'est tout à fait normal quand il arrive quelque chose au niveau du 911. Nous, on est beaucoup plus là pour s'occuper au niveau de la réglementation, faire en sorte que le citoyen lui-même, s'il veut rejoindre un centre d'appel, il est capable de le faire. Alors, tous les autres organismes aux alentours peuvent bien sûr communiquer par les numéros administratifs avec le centre d'urgence 911 pour avoir une communication parfois au niveau du terrain.
Parfait, merci. Est-ce que la modernisation qui s'effectue pour le 911 va être applicable, disponible pour les centres 311? Est-ce qu'il y a un arrimage qui est fait? Non, parce que le centre 3.1, ce n'est pas un centre d'urgence en tant que tel. Alors, les centres d'urgence, c'est le centre d'urgence 911 et les 3 centres secondaires d'appel d'urgence, donc centre secondaire police, incendie et santé. Donc, c'est vraiment cette chaîne d'intervention d'urgence-là, donc c'est vraiment consacré à l'urgence. C'est ces 4 centres-là qu'il faut assurer la continuité des opérations avec un minimum de risque. Le 3-1, ce n'est pas un centre d'appel d'urgence, c'est un centre d'appel administratif municipal pour diverses problématiques reliées au niveau municipal. Parce que lorsqu'il y a une urgence, une réelle urgence, il faut que les gens passent par le 911. Parfait. Merci. Mais c'est pas fermé. C'est pas fermé que si les gens qui gèrent des centres d'appel 3-1 veulent eux autres mêmes utiliser les mêmes, là, tout ce qui touche, par exemple, à la réglementation, bâtiment, et ainsi de suite, ils peuvent, là. Certains endroits qu'il y a des gens qui le font, là, tu sais. Mais nous, au ministère de la Sécurité publique, on travaille au niveau des centres d'appel d'urgence. Parfait, merci. Une petite dernière question peut-être. Est-ce que l'intégration de l'IGO 2 dans le RAO sera obligatoire pour les 911 PG? C'est pas présentement obligatoire. L'objectif, c'est pas nécessairement de le mettre obligatoire. Parce que vous savez, par exemple, que des répartitions de type ordinateur, il y en a qui ont de la géomatique à l'intérieur. Donc, c'est pas une obligation de mettre IGO dedans. Mais, par exemple, ce qui pourrait être intéressant pour eux, c'est de venir chercher les couches d'information géographique qu'on a au ministère de la Sécurité publique, donc se brancher sur nos couches, ce qu'on appelle un Web Map Service, WMS. Donc, ils peuvent se brancher sur nous et faire en sorte qu'il y ait accès au catalogue des 800 couches d'informations pour mettre à l'intérieur de leur application RAO. Donc, ça revient au même. Nous, notre objectif, ce n'est pas les forcer à prendre IGO, c'est de leur dire, regardez, dans IGO, il y a 800 couches d'informations géographiques, il y a beaucoup de choses qui sont à jour. Il y a des gens qui l'ont intégré dans leur RAO. Il y en a d'autres qui viennent chercher l'information, qui le mettent dans leur RAO. Mais c'est un endroit où est-ce qu'ils sont capables d'avoir accès à notre catalogue, faire en sorte que les centres d'urgence 911 soient très équipés au niveau de la géomatique. Alors, il y a beaucoup de possibilités, mais les possibilités sont toutes gratuites et sont toutes ouvertes à ça. Merci, M. Leblanc. Une dernière question. Le texto pour le 911, il serait actif pour le moment pour les personnes là, Oui, malentendantes. oui. Quand sera-t-il accessible à tous? Bien là, c'est par exemple que le centre d'appel va être branché sur le nouveau réseau, donc le 911 prochaine génération. En théorie, à partir de ce moment-là, le texto, ça va probablement être une des premières choses qui va être branchée parce que déjà, par exemple, aujourd'hui, les personnes malentendantes sont branchées. Alors là, c'est sûr que ça va se faire là à un certain rythme, mais en théorie, ça devrait être une des premières choses qui devrait être faire en sorte qu'il devrait être à l'intérieur du 911 prochaine génération. Mais on attend bien sûr d'avoir toute l'information nécessaire, tant du côté du CRTC que du côté du groupe service client Bell 911, comment ça va fonctionner en tant que tel. Mais c'est une des choses qui va être, une des premières choses qui va rentrer, ça va sûrement être le texto.